Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Franc-Parler, l'émission où les invités n'ont pas la langue dans leur poche. Pour cette première émission du mois de janvier 2025, nous accueillons Clémence Oudiakova. Clémence, bonjour. Bonjour. Alors, donc vous êtes actuellement journaliste, vous êtes rédactrice en chef du média Tocsin, qui est un média, on y reviendra, donc exclusivement sur Internet. Oui, pour le moment. Pour le moment, je vous l'espère, je vous le souhaite plutôt. On va faire ça en trois parties. On va d'abord parler de vous précisément et puis on va élargir progressivement le spectre. On ira du particulier au général. Vous, à ma connaissance, vous ne vous destiniez pas à devenir journaliste, mais vous l'êtes quand même devenu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette question et qu'est-ce qui vous a conduit au journalisme au fond? Alors, oui, en effet, je n'étais pas du tout pensé que je pourrais être journaliste. J'ai fait des études de droit. Parce que ma mère m'avait conseillé de faire du droit parce que c'était une voie bien générale et que ça permettait de trouver un travail. Et par ailleurs, j'étais d'une filière littéraire, donc c'était assez cohérent. Je voulais ensuite me diriger vers le droit international pour faire des relations internationales. J'ai toujours été intéressée d'abord par les relations internationales et puis par ces échanges de culture et la compréhension de l'autre. Donc j'étais partie là-dedans, un master de droit international comparé, un master 2, échange avec Erasmus en République tchèque et avec là-bas un apprentissage des pays de l'ère post-soviétique et de leur juridiction. Donc il y avait toute cette démarche-là et que j'ai suivie par des études à l'INALCO, aux langues orientales, que j'ai commencé, mais je ne suis pas allée jusqu'au master aux langues zo, puisque j'ai trouvé là-bas, par les langues zo, en fait, quand j'étais en licence 2, je crois, un stage au ministère de l'Agriculture français qui m'envoyait en Russie. Et en fait, de là, j'allais rebondir a priori sur un poste à l'ambassade en français en Russie, ce qui est exactement ce que je recherchais. Donc j'étais assez contente. Et quand c'était en train de se jouer, mon futur mari me demande en mariage. Et il se trouve qu'il était russe, mais il s'était installé en France depuis déjà quelques années. D'ailleurs, c'est intéressant pour en reparler, parce que lui avait une vision plutôt assez négative de la Russie et souhaitait s'installer en France. Et donc, il me demande en mariage, et lui faisait une thèse sur l'histoire médiévale française, et donc il ne fallait absolument pas déménager maintenant. Donc, en gros, il fallait faire un choix, est-ce qu'on partait vivre en Russie ou est-ce qu'on restait en France? Et c'est ma mère, encore une fois, qui m'a conseillé de rester pour qu'il puisse finir ses études, parce que lui était déjà déraciné une fois, il ne fallait pas le déraciner une deuxième fois. Donc, comme on est assez enraciné et qu'on aime les racines, j'ai respecté en effet ce conseil. Et donc, on est resté en France. Et c'est là où j'ai dû me réinventer. Puisque j'étais partie, j'avais un peu mes idées, mon circuit qui était en train de se dessiner. D'un seul coup, je me suis un peu retrouvée dans un vide. Je n'ai pas trop su comment rebondir. J'avais fait des études de droit, mais je n'ai jamais voulu être juriste. Ni plus. Donc voilà, j'étais un peu perdue. Et c'est là que mon père me conseille de devenir journaliste parce qu'il a vu une petite journaliste de BFM qui était un peu bouclée, et sûrement pas très grande, et qui passait en dessous de tout le monde pour tendre son micro un peu partout. Et ça devait ressembler un peu à mon style de fonctionnement quand je passe sous les barrières, je sais pas. Du coup, en fait, c'était intéressant parce qu'il m'a permis de m'autoriser à penser à quelque chose qui, au fond, m'intéressait depuis très longtemps. Mais je ne sais pas pourquoi, comme c'était pas dans le schéma traditionnel familial, on va dire, je me l'étais toujours un peu refusé. Et d'un seul coup, ça m'a autorisé à penser à ça. Et je fais 2-3 recherches sur Internet. En 2 minutes, j'ai vu qu'il y avait des formations pro payantes parce que j'avais déjà un certain âge. Et donc, il était temps de gagner de l'argent, surtout que je me mariais. En plus, avec un doctorant, donc il n'y avait encore pas beaucoup d'argent. Donc, il fallait vraiment que quelqu'un rapporte 3 francs 6 sous à la maison. Donc j'ai trouvé des formations où on pouvait déjà travailler et gagner un petit salaire. Et donc, je suis partie dans ces formations-là de journalisme au CFPJ, donc l'école du CFJ, de la rue du Louvre. Et j'ai fait 2 ans de formation. Et voilà, comment je suis partie dans le journalisme. Je me suis posé des questions par moment, et puis c'est à Sud Radio que j'ai vraiment commencé à m'amuser. D'accord. C'est une très belle histoire, en tout cas. C'est une histoire d'amour. Hein. Alors, oui, oui. C'est une histoire d'amour, oui. Oui, c'est ça. Oui. Alors, ensuite, donc, vous êtes entré dans le milieu du journalisme au travers de la presse écrite, puisqu'il me semble que vous avez rejoint Elisabeth Lévy. En tout cas, vous étiez stagiaire. Oui.
Ouais. Il Alors, me semble. oui, en fait, je voulais. Alors là, c'est d'autres encore. Ma formation, quand je l'ai choisie, j'ai choisi une formation de presse écrite. D'abord parce que pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus noble, entre guillemets, par l'écriture. Et puis, je cherchais absolument pas justement d'être sur les plateaux, d'être une vedette de plateau. C'est absolument pas mon style. Éventuellement, la radio pouvait m'intéresser parce qu'il y a ce côté un peu confidentiel que j'apprécie. Et à l'époque, non filmé, presque. Enfin, disons que c'était pas l'objectif premier que d'être filmé en radio. Donc j'ai toujours apprécié la radio, j'aime beaucoup le média radio. Mais donc voilà, moi ça me se rapprochait le plus de ce que je connaissais, c'est-à-dire l'écriture, venant aussi d'une filière littéraire. Donc j'ai fait ça et il se trouve que moi je cherchais des contrats pro et le premier contrat pro dans lequel je suis tombée, c'est celui de Causeur, un peu par hasard. C'est la base, je devais partir dans un truc de juriste international justement, donc ça n'a rien à voir. Et puis en fait, j'étais renvoyée sur Causeur. Et voilà, et je suis tombée dans le journal d'Elisabeth Lévy, qui est un excellent, un journal très intéressant, mais qui est un journal de plume en fait, d'éditorialiste. Et donc absolument pas fait, en tout cas pour moi, jeune journaliste qui apprenait le métier, qui n'avait pas des opinions surtout. Donc c'était pas forcément adapté à ma recherche, enfin à mon apprentissage, on va dire. D'accord. Et donc ensuite, vous avez assez rapidement, enfin en tout cas, suite à ce passage à Causeur, vous avez assez rapidement bifurqué vers un média audiovisuel, puisque vous êtes arrivé à Sud Radio, donc qui est effectivement donc c'est ce que vous vouliez finalement, une radio, le grand média de la première partie du XXe siècle. Pourquoi avoir choisi pourquoi avoir choisi la radio et pourquoi avoir choisi Sud Radio? À moins que vous ne l'ayez pas choisi d'ailleurs. En fait, bon, entre Causeur et Sud Radio, je suis passée par Atlantico et Bayard Presse. Mais je ne me suis pas particulièrement amusée ni dans l'un ni dans l'autre. Et en fait, c'est quand j'étais à Bayard Presse que j'ai postulé à Sud. Et à un moment donné, j'avais les deux voies qui s'ouvraient à moi. Et en fait, j'ai privilégié la voie Sud Radio, même si là, je perdais, j'avais pas du tout de contrat garanti ni rien. On m'a dit, tu seras pigiste. Puis finalement, ça a assez vite évolué. Et j'ai eu un contrat intéressant, par ailleurs. Et en fait, ce que je disais, je ne pensais pas du tout à la radio, ça m'est un peu tombé dessus. Je cherchais des médias qui puissent me prendre, moi, et disons que je cherchais un média dans lequel je serais bien pour travailler, donc qui puisse être un peu dans mes valeurs. Et Sud Radio m'en a parlé, venait à peine de s'installer à Paris. Enfin, non, ils avaient déjà avant une antenne à Paris, mais là, ils installaient le siège à Paris. Donc c'était un bouleversement, et donc ils recrutaient. Et je suis vraiment arrivée à ce moment-là. Donc Sud Radio, c'était un peu une naissance d'un média, même s'il existait déjà, mais c'était une renaissance, parce que vraiment, ils ont changé, c'était avec l'arrivée de Didier Maïsso, ils ont changé vraiment la composition de ce média, qui était encore un peu régional, spécialisé sur le sport, spécialisé sur la musique. Et d'un seul coup, il s'est nationalisé, politisé. Et voilà, et je suis arrivée là-dedans, dans les cartons, en fait. Et ça, c'était super intéressant, et vraiment... je garderai toujours ce souvenir justement d'une radio qui se fait sur des cartons, les micros qui ne tiennent pas bien, mais le fond est là, la radio est là et la radio passe. C'est ça qui est magnifique avec la radio, c'est que le son passe, les gens nous entendent, même si il y a 3 scotch là, des cartons et la moitié du bâtiment qui ressemble encore à rien, quoi. Vous étiez un peu inspiré par les radios libres des années 80. Je suis complètement inspirée par les radios libres. Et justement, il y a une liberté dans cette construction de médias incroyable. Et là, pour peu qu'on soit, je sais pas, un peu inspiré, il y a plein de choses à faire. En fait, vous avez continué à Radio Courtoisie, vous avez eu votre propre émission, hein, donc Ouais. Ligne droite. Ouais. Qu'est-ce qui vous... C'était la première fois que vous aviez votre propre émission, il me semble. Oui. Qu'est-ce qui vous a conduit à... Et c'est vous qui l'avez proposé? Ou est-ce on est venu vous voir pour vous dire... Alors, oui. Donc, j'avais fait un peu le tour à Sud Radio de mes postes. C'est-à-dire que j'avais travaillé et pour la matinale, je faisais des petites chroniques par moment, pour les périodes de Noël et tout ça, en remplaçante. Je faisais la programmation pour la matinale, la programmation pour une émission de midi, j'ai fait la programmation pour une émission du soir, j'ai travaillé pour André Berkoff. Et je terminais justement mes missions, j'étais avec André Berkoff et un peu la matinale, sur toutes les invités. C'était après le départ de Didier Maïsto. Et Didier Maïsso était parti, que je continuais encore, oui. Mais je ne suis pas restée bien longtemps après son départ. Et puis là, en fait, moi j'arrivais à un stade où voilà, je voyais que j'étais un peu bloquée. Bon, le fameux plafond de verre, à un moment donné, on a l'impression qu'on ne peut plus évoluer. Et moi, j'en étais à peu près à ce stade-là.
Et à ce moment-là, Radio Courtoisie vient me chercher, Pierre-Alexandre Bouclet, pour me dire, voilà, nous on monte une matinale, est-ce que ça peut t'intéresser de prendre le poste d'animatrice et enfin, on monte, donc de monter la matinale. J'en parle un peu autour de moi, tout le monde me dit non, et je le fais. Parce que d'abord j'ai un peu le sens du défi, j'aime pas quand on me dit non, faut pas le faire, c'est pas bien, vraiment pas, j'aime pas ça. J'aime pas le côté, voilà, faut respecter la bienséance. Donc, un peu par provocation, c'était pas forcément ma famille de pensée totale Radio Courtoisie, hein, faut le dire. Mais moi, on m'a dit, tu seras libre, et c'est vrai que j'étais libre. Tu seras libre, et donc tu feras ta matière. Et donc, c'était l'occasion pour moi d'évoluer, de créer mon truc, d'être libre. Et un peu de faire mes preuves en tant que journaliste, vraiment, à la place de travailler pour quelqu'un, de finir par travailler pour moi, et c'est pas évident non plus. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, parce que c'était rien ne vous destinait à finir sur une radio, disons, de droite, puisque c'est ce qu'est Radio Courtoisie. Et c'est intéressant parce que vous dites que ce qui vous a plu à Radio Courtoisie, c'était d'être libre. Est-ce que finalement, c'est pas ce qui a présidé, on arrive au bout du chemin, ce qui a présidé à la création de Tocsin? Est-ce que c'est pas votre mantra, en fait, votre liberté journalistique? Oui, c'est sûrement tout à fait vrai. Non, mais oui, vouloir rester libre, être affilié à personne et donc ne pas avoir de compte à rendre à des gens auxquels j'estime que je n'ai pas de compte à rendre. Voilà. Évidemment, quand j'ai des comptes à rendre à des personnes, je le fais. Mais quand on commence à me dire que telle et telle chose ne va pas parce que ça ne correspond pas à une ligne qu'on ne m'avait pas donnée, il est hors de question que je reste là plus longtemps. Et ça, c'est aussi ce qui m'avait déplu. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis partie de Sud Radio. Pendant la période Covid que j'ai vécu là-bas, il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas le droit de dire et on nous donnait la règle de ne pas inviter telle et telle personne. Pour moi, c'était impensable. Donc, voilà. Donc vous avez subi beaucoup de directives, enfin subi, je ne sais pas si c'est... On vous a donné beaucoup de directives de ce genre au cours de de votre carrière? Non, mais pas beaucoup, parce que je continue de penser que j'étais dans des médias relativement libres, justement. Et que de toute façon, même dans les médias non libres, c'est pas des directives qui sont données officiellement et explicitées. Très souvent, c'est implicite et c'est de l'autocensure. Parce qu'on voit la tendance générale. Et puis si quelqu'un te dit à la machine à café, ah bah non, mais lui, il faut pas l'inviter, il est fou furieux. Si on va pas se mettre à l'inviter le lendemain. Parce qu'on sait très bien qu'a priori, le patron vient de dire que c'était un fou furieux, le collègue vient de dire que c'était un fou furieux, on va pas l'inviter. Donc voilà, c'est plutôt des règles implicites. Mais oui, j'ai senti des pressions, bien sûr. Mais c'est vraiment pas le pire des médias, hein, là où j'ai senti des pressions. Mais ça existe aussi, bien sûr. Donc ainsi naît Tocsin, donc qui est pour la première fois votre média. Enfin, vous n'êtes pas seul, mais vous nous en direz plus. Donc vous décidez de créer Tocsin, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous pousse finalement à quitter Radio Courtoisie et à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, alors là, il y avait une partie, je me suis toujours dit un jour je lancerai mon entreprise et maintenant je me dis un jour je ferai du fromage de chèvre tranquille, retiré de tout. Donc on verra à quel moment je ferai ce jour-là. On vous réinvitera pour le fromage de chèvre. C'est ça, exactement. Donc pourquoi j'ai quitté Radio Courtoisie? Pareil, parce que je pense que j'avais fait le tour, parce que pareil, je rencontrais un plafond de verre qui n'était pas le même, mais un autre, lié à un conseil d'administration qui avait ses visions qui n'étaient absolument pas les miennes. Donc voilà, quand j'ai vu que ça ne pouvait plus évoluer dans le sens de ce que je voulais et que je n'étais pas forcément entendue sur les choses que je demandais, c'est-à-dire notamment recruter les équipes et les personnes que j'appréciais qui travaillaient déjà pour moi mais qu'on n'avait pas encore recrutées, je dis c'est pas grave, alors je vais partir ailleurs. En plus, j'ai travaillé comme une dingue, il faut le dire, parce qu'au début j'étais vraiment très toute petite équipe, on a commencé à 2. Avec une personne qui ne connaissait pas le milieu et qui ne savait pas travailler dans ce milieu-là. Après, l'équipe s'est enrichie. Mais donc voilà, une fois après le lancement de Tocsin Non, là, je parle de ligne droite. D'accord, ligne droite, ok. Donc, j'ai vraiment tout donné. Et donc, quand on donne tout et qu'on sent qu'à un moment donné, on n'a pas forcément entendu sur les choses qu'on souhaiterait faire, et la vision qu'on a, vaut mieux partir, je pense. Parce que
sinon il y a une mésentente. Donc je suis partie et en plus pour rajouter du sel au truc, j'étais très enceinte, j'ai continué jusqu'au bout, j'ai failli accoucher à l'antenne. Hein. En fait, j'ai perdu les os la veille de l'interview d'Éric Zemmour, pour vous dire. Donc en fait, le lendemain, j'aurais dû être là. Donc vraiment, j'ai travaillé jusqu'au bout. Et donc évidemment, ça rajoute aussi, quand on est enceinte, on réfléchit toujours à la suite, au foyer, au nid familial, évidemment, mais et comment on va faire pour agrémenter ce nid, justement. Donc ça faisait partie de toute cette réflexion-là. Et donc, évidemment, la remise en question de mon travail faisait partie de ces questionnements que j'avais. D'accord. Alors on va passer dans une deuxième partie justement spécifiquement à Toxin, votre bébé, enfin un de vos bébés, Oui, on va dire c'est comme ça. Donc vous êtes associé avec Guy de Lafortelle. Guy de Lafortelle. Ouais. Donc d'où vient cette rencontre et ensuite un jour vous vous êtes dit à la machine à café peut-être, mais viens on lance, comment... C'est un peu ça, oui. Donc il était venu proposer ses services quand on était à Ligne Droite comme chroniqueur financier, sachant que lui-même est éditorialiste financier et qu'il a une lettre de conseil en finance, etc. Donc c'est de son domaine, absolument pas le mien d'ailleurs. Donc c'était très bien, il faisait bien l'affaire dans mes chroniques. Et puis il avait pris l'habitude de... Bon, voilà, on s'appelait, on discutait, puis je lui racontais mes questionnements justement de construction de nids et d'agrémentation de tout ça. Enfin bref, donc c'est lui qui m'a proposé finalement qu'on s'associe en me disant j'ai un modèle qui est un peu atypique pour les médias, de financement citoyen. Je dis, mais non, mais ça marche pas, les médias n'arrivent jamais à l'équilibre, on sera tout le temps en déficit, on va jamais y arriver. Mais je sais pas pourquoi, j'y suis quand même allée. Et finalement, il avait raison. Mais c'est vrai qu'on est parti, j'ai eu un peu peur quand même au début. J'ai eu un peu peur. Vous vous êtes un peu jeté dans le vide, on va dire. Je me suis complètement jetée dans le vide. Et quand on est parti, qu'on n'avait pas encore lancé la première campagne de dons, et on est parti de rien, qu'il a fallu en effet qu'on construise un studio avec des matériaux, où, voilà, on prenait des choses qui se voulaient efficaces, mais le moins cher possible. Donc voilà, hein, le meilleur rapport qualité-prix. D'un seul coup, je me suis dit, j'ai quitté quand même un grand média, puis un autre média, pour me retrouver avec des bouts de scotch et un bout de bois et des trucs qui... Oh, voilà, c'était vraiment le bricolage. Et je me suis dit, bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, en fait. Et puis bon, finalement, peut-être que j'ai une bonne intuition, parce qu'il y a quand même des choses à chaque fois qui se réalisent au mieux. Ça aurait pas pu se passer mieux. Donc pas de regret, en fait. Ah, aucun regret. Mais j'en reviens toujours pas, en fait. Pourquoi avoir choisi le nom de Toxin, justement? Alors, moi, je croyais que ça venait de moi, ce nom, mais Guy m'a rappelé que ça venait de lui. Mais je trouve que c'est un excellent nom, parce que sonner le tocsin, d'abord, c'est une cloche, et qu'il est bon de remettre l'église au milieu du village en ce moment. Une cloche qui permet de rassembler quand quelque chose se passe mal pour affronter l'ennemi ou l'adversité. Et il se trouve que je pense que c'est ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire de quelque chose d'éléments rassembleurs pour réaliser, il y a aussi ça, deuxième partie du truc qui est importante, pour réaliser les problèmes. Parce qu'en fait aujourd'hui on a, enfin en grande partie, pas nous autres, vous qui de votre mouvement, nous, notre média, mais en grande partie en fait les Français ne comprennent même pas ce qui se passe autour d'eux. Et donc d'ouvrir un peu les yeux et de permettre de dire, enfin, de sonner la cloche et de dire regardez ce qui se passe, rassemblons-nous face à cette adversité, mais d'abord regardez ce qui se passe, le dire et le comprendre, c'était déjà une belle vocation. Et puis voilà, si on peut être en effet rassembleur et préparer une réponse à tout ça, ce serait vraiment magnifique. Est-ce que c'est la ligne directrice de Toxin, alors, rassemblée autour d'un vecteur d'information? On pourrait définir un média déjà, comme ça? oui, beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe avec Toxin, parce je crois qu'on a vraiment une ligne assez intéressante qui nous permet d'avoir des gens de tous bords politiques, d'avoir des gens de toutes classes sociales, de différents pays, et on réussit à se retrouver autour
d'une colonne vertébrale politique et identitaire qui est assez forte et qui nous permet quand même d'avoir vraiment une cohérence, je crois. Et donc ça, c'est assez rare en fait, parce que quand je vois les autres médias, beaucoup sont plus marqués idéologiquement. Donc oui, c'est un de nos mantras, ouais. Parce que vous sortiez d'un média effectivement marqué à droite, Ouais. et votre objectif c'était de vous dégager Non, je pas d'un carcan idéologique? Oui, alors j'avais rien à prouver par rapport à mon ancien média. Je voulais pas m'en dégager particulièrement, ça s'est fait naturellement. Je n'ai pas honte d'avoir été là où j'ai été. Je l'ai fait, j'assume. Je l'ai dit, ça ne correspondrait pas à tout. Enfin, on va dire, la vieille maison de pensée de Radio Courtoisie ne me correspond pas. Mais ce que j'y ai fait, moi, me correspond. Donc voilà. Donc non, c'est pas une question de me dégager. Peut-être que là, je suis forcément, comme j'ai créé Ex Nihilo, ça me correspond mieux. Mais voilà, c'était plus. Là, on est reparti de zéro. On a créé quelque chose et finalement, je vois qu'aujourd'hui, on est très rassembleurs. Je vois le succès qu'on a qui est assez incroyable. Et donc voilà, je me dis qu'il y avait vraiment une attente par rapport à ça. Et donc, est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas de ligne éditoriale? Ben non, on ne peut pas dire ça. On a une ligne, d'abord, on tente d'être de vérité, souverainiste, ça c'est certain, patriote, et avec une véritable identité qu'on défend, qui est celle de la France et des Français. D'accord. Alors, on va revenir au comment, en fait, maintenant qu'on a vu le pourquoi. Comment bon, on se lance vous vous lancez dans cette aventure, vous n'êtes que deux. Comment on fait exactement, je veux dire, au niveau, ne serait-ce que financier, vous avez évoqué un petit peu, ne serait-ce que financièrement, comment on fait pour qu'un média comme le vôtre ne sombre pas dans la faillite? Ah. Sans parler de vos comptes précisément. Hein, oui, bien sûr. Non, mais c'est surtout que là, vous auriez dû faire la partie très financière, très spécifique. Il vaut mieux faire appel à Guy de Lafortelle qui vous répondra avec plaisir. Mais je vais tenter d'être clair. Alors, justement, avec Guy, il y a un fonctionnement très particulier puisque son objectif est de dépenser que l'argent qu'on a. Et donc, de dépenser peu, puisqu'on a peu. Lui a mis une mise de départ, mais qui avait vocation à être récupérée pour que le média s'autofinance, dans le sens, enfin s'autofinance, c'est-à-dire que l'argent qui est donné par les particuliers qui nous font des dons nous permette tout juste finalement de financer le média et son équipe évidemment, et éventuellement la progression du média. Mais il n'y a pas de système d'actionnariat qui tirerait des bénéfices de ce média. Non, ça c'est niet. Donc on est vraiment sur un financement citoyen. Et donc, comment on fait pour ne pas faire faillite? Il faut que les personnes qui nous font des dons, les gens, les Français qui nous écoutent, soient convaincus de l'intérêt de nous faire un don, alors qu'ils pourraient, écouter ce média de manière gratuite et sans faire de don. Et deux, évidemment, se dire qu'on pourrait se débrouiller autrement, comme font les autres médias, parce qu'on a une tendance en fait à oublier que le média est payant, première chose, et deuxièmement, c'est vrai que beaucoup reçoivent des subventions, ce qui n'est pas notre cas. Donc c'est un peu tenter de convaincre ceux qui nous écoutent, convaincre les auditeurs. Et là, je pense que déjà, il y avait un travail. Je pense que les gens ont été un peu mobilisés une première fois, peut-être pendant les Gilets jaunes, je ne sais pas. Surtout ensuite, pendant le Covid, il y a beaucoup de choses qui se sont créées. Et ils ont fini par comprendre que le journalisme n'était pas gratuit, que la presse n'était pas gratuite. Et que quand elle était gratuite, c'est qu'a priori, il y avait quelqu'un derrière qui finançait cette presse et qui avait un intérêt à ce qu'elle soit gratuite et donc peut-être à vous manipuler. Donc, comme on dit, quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Et en fait, je crois que les esprits commençaient déjà à être un peu éveillés là-dessus. Donc ça nous a en tout cas aidés. Et quand on a fait notre première campagne d'appel aux dons avec une vidéo, il faut le dire, assez floue, pas très pro, justement je reviens sur l'histoire des cartons et des trucs quand on a lancé, et bien étrangement, cette première vidéo que j'ai faite donc, a magnifiquement bien fonctionné, les gens ont répondu à l'appel. Donc qui veut dire que, il y avait une demande, et qui nous oblige d'ailleurs, parce qu'ils ont répondu à la demande. Et deux,
que finalement, il y a une volonté de leur part de faire en sorte que ce média avance. Donc, je vais rebondir sur ce que vous aviez dit, sur votre goût pour disons, la radiodiffusion. Alors même qu'on pourrait vous répondre que c'est un peu passé de mode, il y a la télévision, il y a Internet, pourquoi? Vous avez un format effectivement qui a le goût de la radio, mais qui n'est pourtant pas une radio. Alors, puisque vous êtes sur Internet, vous n'avez pas d'ondes radio, enfin vous n'êtes pas diffusé sur les ondes radio. Donc, Pas encore. Pas encore, mais si c'est votre souhait, j'espère que ça arrivera. Mais pourquoi avoir choisi ce format et donc en fait d'avoir choisi de copier sur Internet un format plutôt radiodiffusé? Bonne question. Je pense que j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure, parce qu'en fait, moi en tout cas, je ne privilégie pas l'image. Ce que je disais tout à l'heure, c'était pas du tout mon intérêt que de me mettre en scène. Voilà. Mais vous êtes filmé pourtant. Bien sûr, parce qu'on sait que les gens préfèrent nous voir. Mais en fait, moi, ça me donne un peu l'impression, vous voyez, maintenant, quand on regarde les vraies radios, comme vous dites, donc celles qui ont des ondes, voilà, Europe 1, et en fait, ces radios-là, on voit maintenant les coulisses et on voit tout le studio filmé. Mais la différence, c'est que, à la différence d'une télé, on n'a pas ce primat de l'image. Et on peut se concentrer sur ce qui est dit. Et moi, j'aime bien ne pas avoir le primat de l'image. D'abord parce que je suis jamais parfaitement coiffée et tout ça, donc ça m'arrange bien. Ça, c'est un truc. Et non, surtout, j'aime bien me dire qu'on se concentre sur le fond et pas sur la forme. Voilà. Donc c'est un peu l'idée. Et par ailleurs, on a quand même maintenant des podcasts qui se développent de plus en plus, qui sont très appréciés. Enfin, disons que notre média est aussi retransmis en podcast. Et justement, il faut pouvoir nous... Attention, parce que quand on n'est que télé, on ne peut pas être écouté en podcast. Enfin, pas toujours, parce qu'on dit regarder, on ne décrit pas ce qui se passe. Moi, je suis toujours dans la pensée de la personne qui n'est que sur écoute. Donc voilà. Et j'aime bien l'idée de me dire que oui, on peut nous écouter dans la voiture, dans le machin, mais qu'on n'est pas forcément en train de regarder l'écran. Voilà. En plus, je pense que l'écran, moi, j'ai beaucoup de critiques à porter sur les écrans en général, donc je préférerais ne pas alimenter ce mal. D'accord. Pourquoi avoir choisi le format de la matinale, qui a l'air d'avoir votre préférence? alors ça, c'est encore un autre... Parfois, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Encore une question comme ça. Je ne sais pas trop non plus. En fait, alors Guy dit que c'est de ma faute. Voilà, oui, c'est le vieux couple. Non, parce que oui, déjà, c'est le format que je connaissais. Pour tout vous dire, soyons très honnêtes. Parlons vrai. On s'est posé la question du créneau du midi. Et je refusais de me mettre en concurrence avec mon vieux maître André Berkoff, qui était aussi à midi. Parce que c'était trop bizarre de me mettre face à lui et de me dire « Ah bah zut, parce qu'on a quand même tous les deux des audiences YouTube. » Donc il y avait cette réflexion, puis après on s'est dit « Alors non, on va pas se mettre de 10h à midi. » Et après évidemment, le créneau habituel du numérique, du YouTube notamment, c'est 18h. Et moi, je suis mère de famille, j'ai un petit bébé à la maison, 2 enfants pas beaucoup plus grands, un chien. Donc, non, c'est un horaire horrible, 18h. Enfin, c'est un horaire où la mère de famille est très très occupée. Il y a les bains, puis le dîner, puis le chien. Donc, c'était pas du tout un horaire pour moi. Donc, on a aussi réfléchi par rapport à mes horaires de maman. Oui, parce que tout, enfin, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais tout repose sur vous. C'est-à-dire que sans vous, Toxin n'existe plus. Alors, justement, c'est ce qu'on veut. Certes, à la création, et oui, ça repose beaucoup sur moi, mais d'abord pas que sur moi, parce que sans mon équipe, il n'y aurait pas d'émission non plus. Et j'ai une très bonne équipe. Je veux le dire, Valentin Schirmer, donc, qui est rédacteur en chef adjoint, Roxane Despalin, Corentin qui nous a rejoint pour les reportages et justement la partie Berkoff, notre réalisateur Thibaut et puis notre community manager Marie-Esther. Donc j'ai une super équipe et franchement sans eux, Toxin n'existerait pas. Alors certes, je mets énormément d'énergie et je suis très présente dans le média pour le moment, mais l'idée est justement de se diversifier et on est en train de le faire de plus en plus. Et on a créé une 2e émission et il y en a d'autres qui vont arriver. Et puis un jour peut-être, déjà on a réussi à mettre en place un système pour que quand je pars en vacances, et je pars plus en vacances que les autres pour justement me reposer de ce que je fais,
et justement ils puissent prendre la suite. Et on va essayer de faire en sorte de monter en puissance et d'avoir de plus en plus de diversification. Et donc multiplier les émissions et les possibilités de me remplacer. Voilà. Donc Tocsin participe à la croissance nationale, puisque le média connaît lui-même une croissance soutenue. Ouais. Bah, tout à fait. Et en recrutant, en recrutant 2-3 personnes, ça fait toujours 2-3 personnes de moins. Non, ça fait 2-3 actifs de plus. Exactement. Oui, on peut voir ça comme ça. C'est sûr. Sur ce sujet, je vais terminer par une question assez générale sur le milieu journalistique. Oui. Quelle est votre vision du milieu journalistique français, hein, particulièrement? On ne va pas faire toute la planète, sinon on en a pour des heures. Oui. Le milieu journalistique français, aujourd'hui, et quelles sont les pistes que vous voyez pour l'améliorer, pour en modifier le fonctionnement? Quelle est votre vision, si vous en avez une, sur ce sujet? En fait, ça ouvre plein de portes, votre question. Donc, vous m'arrêtez quand vous en avez marre. Je pense que le journalisme français en particulier a fait preuve, d'une grande déficience pendant notamment la période du Covid, pendant dernièrement la campagne de Trump, pendant la guerre russo-ukrainienne et pendant la guerre, ce qui se passait sur la bande de Gaza. Voilà, je cite à peu près les dernières choses qui se sont passées. Et à chaque fois, je pense que la presse française était particulièrement mauvaise, même si les autres étaient assez mauvais aussi. Mais Israël avait un journal pour sauver l'honneur à Haaretz. Les Américains ont toujours des journalistes pour sauver l'honneur et quelques médias un peu plus indépendants que les autres, ou quelques articles au sein des médias. En fait, et chez nous, on est incapable parce que, je ne sais pas, on est trop servile par rapport à une certaine pensée américaine néoconservatrice. Et donc, toute cette grande presse, je parle évidemment de la presse subventionnée, cette grande presse ne suit qu'une ligne et n'est pas capable d'en sortir. Et encore une fois, elle a vraiment montré tous ses travers ces derniers temps, plus que jamais. Et donc voilà, la presse a vraiment de quoi se remettre en question. Elle ne le fait pas forcément, quoiqu'il y ait eu un petit mea culpa, je crois, d'un journaliste plutôt sympathique d'ailleurs, sur CNews. Elle ne le fait pas, mais on verra si justement, puisqu'il y a un grand succès des médias alternatifs, tels que nous, si justement on ne va pas les grands remplacer, pour utiliser un terme interdit, si finalement on ne va pas prendre leur place par leur déficience, à cause de leur déficience. Vous craignez pas justement, vous avez évoqué l'expression de médias alternatifs. D'abord, pour vous, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, est-ce que vous ne craignez pas que le succès de ces médias alternatifs, qui est palpable, on va dire, les gens diversifient leurs canaux d'information, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un trop-plein et que l'hyper-concurrence finisse par tuer les médias alternatifs les uns après les autres, ou à les forcer à se concentrer jusqu'à en fait réduire leur diversité et donc ressembler de plus en plus à leur contre-modèle, c'est-à-dire les médias, disons, de grande écoute, pour le dire simplement. Ça arrivera peut-être un jour, mais dans 20 ans. Pour le moment, on est au stade de la construction. C'est-à-dire qu'on a encore énormément d'espace à prendre. Et au contraire, il faudrait que les médias alternatifs se multiplient encore. Quand on commencera... Ouais, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Quand j'ai quitté Ligne Droite, tout le monde m'a dit « Ah, encore, regardez, vous faites encore une division. » Ah oui, mais bon, moi je ne vais pas rester pour rester dans un média qui ne me correspond pas. Enfin, je veux dire, justement, alors il faudrait savoir, est-ce que vous voulez qu'on soit honnête avec nous-mêmes et avec les autres, ou est-ce que vous voulez qu'on ravale tous nos pensées et qu'on soit soumis. Enfin, à un moment donné, il faut aussi savoir ce que les gens attendent. Donc moi, je cherche à être... être libre dans mon fonctionnement de pensée, même si je m'oppose avec des gens à Tocsin, qu'on soit tous libres d'échanger. Voilà, donc on est alignés là-dessus. Et d'autres médias aussi. Et moi, franchement, je n'apprécie pas du tout tous les médias alternatifs. Donc je ne dis pas c'est un monde merveilleux. Je suis assez critique, mais voilà, que tout le monde existe. Et tant que des personnes iront les voir, eh ben, c'est bien qu'il y ait une appétence.
c'est pas à moi de choisir si ce qu'ils disent est digne d'être écouté ou pas, mais à ceux qui les écoutent. Je pense que c'est ça la vraie liberté. Et puis à moi éventuellement de faire en sorte de leur faire comprendre que peut-être c'est plus intéressant d'avoir une pensée ou de penser autrement. Donc pour le moment, je pense qu'on est vraiment au stade où ces médias alternatifs se construisent. Ils trouvent aussi leurs modèles, chacun, des modèles différents d'ailleurs. Parce que certains, comme QG, ont des modèles fermés sur abonnement, d'autres comme nous, tout à fait ouverts, mais vous faites un don si vous le voulez. D'autres, c'est mix, d'autres marchent plus sur la chaîne YouTube, d'autres moins. Enfin bon, voilà. Donc chacun a son fonctionnement, tout le monde se construit, apprenons les uns des autres. Pour le moment, il faut prendre la place. Et quand on sera dans des trucs où il n'y aura plus d'espace pour tout le monde, on commencera à réfléchir, à faire des alliances, puis ça se fera naturellement. Ouais. Mais là, on n'y est pas du tout encore. Hein. Pas du tout. Je veux dire, on est quand même encore loin justement du monopole qu'ont les grands médias. Vous avez trouvé la transition parfaite pour ma troisième et dernière partie. On va parler plus largement de la liberté d'expression et de la censure. Il y a deux choses dans ce que vous avez dit dans ces dernières dizaines de minutes qui m'ont frappé. Vous avez d'une part dit, à propos des médias alternatifs, qu'il fallait que tous puissent s'exprimer, tous puissent exister, donc comme s'il y avait un droit en fait à exister. Et deuxièmement, plus tôt dans notre entretien, vous avez dit, vous avez opposé, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, les médias libres et les médias non libres. Alors c'est quand même très fort comme expression de dire médias non libres. Je ne me rappelle pas à quel moment je dis ça, mais très bien. Je vois que je suis ausculté. Oui, attention, je suis très attentif. Et est-ce que vous pouvez revenir sur cette distinction médias non libres et médias libres pour entrer justement sur ce sujet, sur la liberté d'expression? Alors, je ne me rappelle plus à quel moment j'ai dit médias non libres et médias libres, mais de toute façon, je peux vous dire en tout cas quoi je pense maintenant quand vous m'évoquez ça. Ce qui est clair, c'est que, et c'est facile à comprendre, on a des grands médias qui sont financés par des oligarques, ou alors par l'État qui lui-même a des directives. Donc quand c'est les oligarques, ils ont des marchés à signer, eux-mêmes une idéologie, comme l'a rappelé Mathieu Pigasse dernièrement, et ils ont le droit d'avoir une idéologie. Mais jouons jeu clair, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ces gens-là ont une idéologie et ils la transmettent à travers leurs médias. Et ils font leur marché à travers leurs médias aussi. Ça, c'est important de s'en rappeler aussi. Donc, on peut se retrouver libre dans un média qui est dans ce type de média. Mais il y a des limites. Il suffit que vous touchiez là à la zone sensible, que vous ne pourriez plus le dire. Donc, éventuellement, vous pouvez vous débrouiller en allant le dire ailleurs. Mais voilà, il faut savoir que vous êtes sur un terrain limité. Donc, vous n'êtes pas totalement libre. Nous, en revanche, si, on est totalement libre. On a que notre propre limite, c'est-à-dire éthique, j'allais dire, morale. Je ne me limite que parce que soit je ne connais pas le sujet, soit parce que je considère que ce sujet n'est pas sérieux ou autre. Mais voilà, c'est ma limite. C'est pas celle qui m'est imposée, puisque si 3 personnes qui me financent ne sont pas contents du sujet, j'en ai peut-être 98 autres qui sont contents. Donc je m'y retrouve. C'est ça qui est intéressant avec les petits, entre guillemets, donateurs. Je dis pas petits parce que chaque donateur est vraiment très important, mais parce que justement on a une multiplicité. Et donc on ne dépend pas d'une personne, ni d'un mécène, comme ça peut être le cas d'ailleurs dans les modèles alternatifs, il y en a beaucoup qui ont un grand mécène. Donc malgré tout, on revient un peu à ce système de grand actionnaire. Il ne faut pas déplaire aux mécènes. Bon, nous, on n'a pas non plus de grands mécènes, donc comme ça, on est totalement libre au moins. On a plein de petits donateurs et donc plein de petites opinions qui souvent se rejoignent pour au moins financer Tocsin et pour soutenir un média qui est au moins pour l'identité de la France et la souveraineté de la France. Le fait que vous ayez parlé de médias non libres implique que vous avez au moins une idée disons, critique de l'état de la liberté d'expression en France. Qu'est-ce que c'est pour vous la liberté d'expression et est-ce qu'elle s'intègre dans l'éthique du journalisme? Est-ce qu'un journaliste doit être par nature un défenseur de la liberté d'expression? Oui, ça me semble assez évident. Le journaliste, s'il souhaite informer, doit avoir tous ses droits d'expression.
Donc, s'il ne peut pas exprimer la moitié de sa pensée ou de ce qu'il a vu ou de son témoignage, ça a un problème. Et c'est bien ce qu'on a vu d'ailleurs ces derniers temps. Je connais des journalistes très sympathiques par ailleurs qui en ce moment nous parlent de liberté d'expression. Parce que c'est intéressant maintenant qu'il y a un conflit avec les Américains, avec Elon Musk, avec Donald Trump. Le sujet de la liberté d'expression revient et certains qui l'avaient oublié pendant la période Covid s'en rappellent maintenant. C'est quand même déjà bien, hein. On peut toujours prendre les résistants de la dernière heure sur ce sujet. Oui, c'est sûr qu'il y a un vrai sujet liberté d'expression et qu'on ne peut pas faire le journalisme s'il y a des limités, évidemment. Ça me semble assez évident. Et jusqu'à maintenant, quand les journalistes ne pouvaient pas faire leur travail, on appelait ça du totalitarisme. Bon, maintenant, visiblement, on a l'air de trouver ça normal. Mais alors, il y a un vrai sujet, évidemment. J'imagine que c'est là où vous vouliez en venir, en ce moment particulièrement, parce qu'on a toute cette tension autour d'un côté, Thierry Breton, Nathalie Loiseau, Alors j'allais revenir sur Thierry Breton, mais allez-y. qui nous rappelle qu'au nom de la démocratie, au nom du bien avec un B majuscule, au nom de l'état de droit, nous devons limiter l'expression sur certains réseaux et dans certains médias, parce que ces médias ou ces réseaux ne sont pas les vraies informations, en tout cas celles qu'ils voudraient. Donc il y a un vrai débat qui s'installe. Il y a ce camp du bien qui souhaite nous sauver des mauvaises pensées. D'ailleurs, on a même eu une ministre de la communication, je ne sais plus comment, du numérique, qui a dit qu'il fallait éviter les mauvaises opinions. Bon, elle a fait un lapsus, mais bon, quand même, c'est quand même assez révélateur. Elle voulait parler des mauvaises informations. Voilà, donc il faut éviter les mauvaises opinions. Et donc tout ça est aujourd'hui officiel. Ils veulent nous limiter par le Digital Service Act et d'autres moyens de limiter cette expression face à un camp qui a pris du pouvoir, donc c'est pour ça qu'ils sont particulièrement inquiets, qui est le camp notamment trumpiste, avec Elon Musk, qui alors là fait tout exploser avec son réseau Twitter, où il parle de tous les sujets qui avaient été les plus cachés depuis le début, que ce soit P. Diddy, la liste d'Epstein, Keir Starmer, complice d'avoir caché le gang des Pakistanais au Royaume-Uni, ou je ne sais quoi, ou ce qui s'est passé en Roumanie. Donc de toute façon, en ce moment, tout est en train d'exploser. Évidemment que ce camp du bien panique. Donc selon vous, la liberté d'expression est menacée en France? Ou ah ben non, c'est l'inverse. À mon avis, elle va plutôt mieux se porter. Elle a été, la liberté d'expression était clairement bâillonnée, limitée en France, oui. En France, en Europe. Mais ça, c'est certain. Et les médias ont une grande responsabilité d'autocensure. Parce que le pire de tout, vous savez, c'est qu'ils n'ont même pas été forcément censurés. On les a même pas menacés, ces journalistes. Ils se sont soumis comme des carpettes dociles dès le début, avant même qu'on leur donne un ordre. Voilà, c'est ça qui est triste. Donc la liberté d'expression a été entravée, a été freinée. Mais parce que certaines personnes ont préféré le confort à la liberté. Mais doit-elle être régulée, cette liberté d'expression? Est-ce qu'on peut tout dire, même dire des choses fausses, par exemple? On reviendra après sur cette idée de vérité. Oui, alors on va revenir sur l'idée de... Non, mais on a un cadre légal en France, en fait, qui existe déjà depuis longtemps. C'est-à-dire, tant qu'on ne fait pas d'atteinte à la personne, d'atteinte, d'appel au à la réalisation d'actes terroristes, je ne me rappelle plus exactement le terme juridique. Voilà, on a un cadre légal qui existe. Évidemment qu'il faut rester dans le cadre légal de sa liberté d'expression. Mais là on ne parle pas de ça. Là, on parle d'opinions qui sont interdites, de jugements sur des informations. En plus, regardez le professeur Perron pendant la période Covid. Il a alerté en disant attention, ça ne se passe pas comme il faut, grand spécialiste du vaccin, reconnu pour le sujet. Et puis, on nous a tous dit, d'ailleurs moi à l'époque j'étais à Sud Radio, on nous a dit oh, non, mais là, il vrille un peu, machin, vaut mieux pas l'inviter. Et ben, pas de peau, le type vrille pas, en fait, il est juste super pertinent, et même la chambre d'appel de l'ordre des médecins a reconnu que non seulement il avait eu raison de prendre la parole, mais que c'était son devoir en tant que grand expert du sujet. Donc, je veux dire, on a limité des gens dont c'était le devoir de parler pendant une crise.
Donc c'est ça l'atteinte à la liberté d'expression qu'on vit aujourd'hui. Mais ce qui est dingue aujourd'hui, c'est qu'en fait, on ne réalise même pas ça. Parce qu'on est tellement, hypnotisé par les mêmes images confortables qu'on nous sert sur tous les plateaux télé, qu'on ne réalise même pas à quel point on nous a trahis, pervertis et menti. On oppose souvent, en tout cas justement dans les médias, la vérification d'informations, le fact-checking, qui a toujours existé dans le journalisme, qui a muté, on va dire, ces 10 dernières années, et on l'oppose de plus en plus au complotisme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que pour vous, il y a, la vérification d'informations, ça fait partie du métier de journaliste, après ça dépend comment on le fait, ou pas? Est-ce que pour vous, il y a un complotisme et qu'effectivement, il vaut mieux qu'il soit réduit à la portion congrue parce que il répand de mauvaises informations? Qu'est-ce que ça vous inspire en fait? Alors, oui, ça va finir par une histoire drôle, vous allez voir. Le complotisme versus la liberté d'expression et ne pas se tromper de pensée. Le complotisme, en fait, bon, d'abord, aujourd'hui, ce que ça veut dire, ça ne veut plus rien dire, parce que c'est un mot valise qui permet de discréditer l'ennemi, l'adversaire politique. Bon, donc, ça ne veut plus rien dire. Pour se débarrasser du chien, dites qu'il a la rage, c'est la même chose là, on dit qu'il a la rage du complotisme. Une fois qu'on a compris ça, déjà, on peut comprendre que pourquoi Olivier Véran, quand il se retrouve enfin sur des plateaux de débat, va appeler tout le monde complotiste et accuser tout le monde de penser qu'il va y avoir des bonhommes verts qui vont arriver, que la 5G va nous faire voler. Enfin, ils font exprès de tirer cette image au maximum parce que c'est très profitable pour eux, ça leur empêche le débat. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour éviter ça? Évidemment, le débat. Mais débat très difficile à mettre en place, même de notre côté, parce que ceux du camp du bien, je précise, ne veulent pas venir débattre. Et puis qu'un débat, si c'est pour avoir un débat buzz où tout le monde se hurle dessus, c'est pas non plus intéressant. Moi, j'essaye de faire des tables rondes, donc des trucs de discussion, où les gens vont agrémenter l'un et l'autre leur point de vue avec des expertises différentes. Et pour répondre sur la question du complotisme, est-ce qu'il faut donner la parole à tout le monde? Sur le principe, oui. Ensuite, on reste donc dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le cadre légal déjà, donc pas d'appel à la haine, etc., d'appel au terrorisme ou autre. Et moi, ma limite à moi, c'est qu'il faut que je considère que cette personne ait quelque chose à apporter de par sa connaissance ou de par son expérience. Donc si elle a ni l'un ni l'autre et que d'un seul coup elle vient me raconter que ce qui s'est passé je ne sais pas où alors qu'elle n'était pas là et qu'elle n'a pas fait un doctorat ou une double thèse sur le sujet, je ne vois pas pourquoi je la recevrais en fait. Voilà, donc moi j'essaye d'apporter cette garantie qui soit celle de l'étude, soit celle de l'expérience vivante du terrain. Je sais que d'autres le font moins. C'est pour ça que je disais qu'il y a de tout dans les médias alternatifs. Mais ce n'est pas à moi de dire qu'il faut les interdire. C'est éventuellement à ceux qui les écoutent, qui peuvent tout simplement tourner la page. Ultime petite question. Attendez, non, j'ai pas fini mon histoire drôle quand même. C'est très drôle, non, mais juste sur les fact-checkers, parce que ça m'amuse beaucoup ce sujet. Ce qui finit bien. On a quand même eu des fact-checkers qui nous ont fait suer, pour ne pas dire autre chose, pendant de longues années, pour dire ce qui était le bien, ce qui était le mal, ce qui était vrai, ce qui était faux. Bon, sachant que les autres balançaient des âneries qui changeaient de version d'un mois sur l'autre. Bon. Et bien, nos amis fact-checkers paniquent à bord parce qu'on a quand même Mark Zuckerberg, donc, qui était avant leur grand allié, le patron de Meta, donc de Facebook, qui a fait 2 révélations, l'une après l'autre. La première pour dire que en fait, le camp Biden l'avait forcé à avoir une certaine vision des choses et à ne dire que certaines choses et à censurer le reste. Et puis après, il est carrément allé dans le détail dans une autre interview sur la période Covid, où il a dit on m'a demandé d'effacer certaines informations sur les effets indésirables du vaccin. Comme ça, au moins, tout est dit. Donc voilà, on sait que, en gros, Facebook a censuré et qu'il faut savoir que le groupe Meta participait grandement au financement des fact-checkers, et notamment en France, pas que, mais voilà. Et là, il dit, c'est fini les fact-checkers, c'est fini la censure.
Et que racontent nos petits fact-checkers français, nos chouchous là, Tristan Banès France, je sais même pas, bref, tous les autres, bah, panique à mort. C'est hyper rigolo à suivre parce qu'ils disent nous ne sommes pas des fact-checkers. Non, on n'a jamais été fact-checkers. Non, 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 c'est pas du tout le cœur nucléaire de notre combat. Non, non, nous on est là pour informer, pour analyser la désinformation. Donc ils font des périphrases. Mais nous fact-checkers, non, nous n'avons jamais été des fact-checkers. Voilà. Donc c'est très rigolo parce que là, panique, parce que visiblement, ils voient, je pense, la manne financière qui va être coupée, donc ils se disent, peut-être je peux récupérer de l'argent en étant autre chose. Ou en tout cas, il ne faudrait pas qu'ils se disent que nous, on est les mauvais. Donc ils changent de camp doucement, on rabat la veste et on la retourne doucement et sûrement, comme ils l'ont toujours fait jusqu'à maintenant, comment dire, au flux des changements de pouvoir et d'idées. Dernière question. Comment est-ce que vous avez vu tout à l'heure un message assez positif? Vous pensez que la liberté d'expression va s'accroître en France. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des médias, du monde des médias en France? On va se concentrer sur la France. Dans, écoutez, 20, 30, 40, prenez le spectre temporel que vous voulez. Évitez 1000 ans quand même. Donc en fait, je reviens sur l'histoire. On était, ça y est, aux États-Unis, on a compris que les médias mainstream ne servaient à rien et que c'était Tucker Carlson, Joe Rogan et les autres qui ont fait comment dire, le match pour Donald Trump, mais pour les informations et avec Twitter également. D'ailleurs, Elon Musk a dit « You are the media now ». Donc ça, c'est ce qui arrive maintenant aux États-Unis. Il faut savoir qu'on a à peu près 20 ans de retard sur les Américains, donc j'arrive à vos 20 ans. Dans 20 ans, on y arrivera. Dans 20 ans, ça arrivera chez nous. Et donc, dans 20 ans, peut-être qu'on sera Tocsin, l'un des premiers médias en France. Parce que les autres, enfin, auront compris. On aura peut-être arrêté les subventions publiques. Et donc, on sera à égalité. Et là, on va rire autrement parce que je peux vous dire que ça fait depuis longtemps que Libération, Le Monde et tous les autres sont plus rentables. Hein. Donc là, on aura pris une longueur d'avance, c'est-à-dire la longueur de l'économie et de l'équilibre financier. Plus de la vérité. Donc, je pense qu'on est. Je suis très optimiste, je suis optimiste de nature, mais je suis très optimiste pour la liberté d'expression au long terme, avec ce que je vois aux États-Unis. Merci Clémence Soudiakova pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci à vous. À tous nos téléspectateurs, je souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon appétit selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Franc Parler. Si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos, passées ou futures. Évidemment, mettez un j'aime, commentez et partagez au maximum, c'est important. Effectivement, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, merci. Merci de me soutenir dans cette entreprise, puisque c'est important pour le développement de notre chaîne. Voilà. Je vous dis merci à tous et à bientôt. Au revoir.